Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais un peu analyser pourquoi est-ce que les unités de type volant, les avions, les aérodynes sont aussi mauvais en 10e édition, mais aussi comment je ferais personnellement pour réparer un peu leur place qui est très écornée depuis le début de la 10e. Alors, les avions en 10e édition, ils sont boudés des tables compétitives, mais aussi des tables amicales. Il y a quelques exceptions. En Drukhari, on a vu le bombardier être joué plusieurs fois. En Dark Angel, certains ont tenté de jouer le bombardier aussi, qui ralentit les mouvements ennemis. Il y a eu quelques exceptions. Il y a quelques transports, il y a quelques aérodynes qui, de temps en temps, font leur apparition dans des listes compétitives. Et évidemment, en amical, c'est un petit peu plus joué. Mais ça reste des unités qui sont toujours en dessous de ce que leur coût en points semble indiquer. Elles sont très fun dans le concept, jouer des avions c'est cool sur un jeu de plateau comme ça. Souvent les figurines sont assez récentes, elles sont quasiment toutes modernes, elles sont sympas visuellement, elles sont très classe une fois peintes. Le problème c'est que d'abord elles ont des règles génériques, les règles qui affectent tous les aérodynes qui sont très mauvaises et qui les handicapent énormément. Ce sont aussi des unités qui sont souvent très vulnérables, avec des profils assez moyens et relativement faciles à sortir, et souvent ils ont un coût en points trop élevé par rapport à ce qu'ils font. En général, pour le même coût en points, vous avez d'autres unités qui font mieux ce que l'avion lui-même est capable de faire. Et donc au global, le rôle que chaque avion remplit sera souvent mieux rempli par à peu près n'importe quelle autre unité qui a le même focus dans un codex ou dans un index. Donc on va jeter un œil à tout ça. Alors d'abord les aérodynes, c'est comme ça que ça s'appelle en 10e édition, c'est le mot-clé qui est mis à tous ces appareils, ils s'appellent des aérodynes. Pourquoi aérodyne et pas aéronef, pas trop sûr. Il doit y avoir une différence, ceux qui bossent dans le secteur de l'aviation, j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi, mais je ne connais pas la différence entre les deux. Bref, ils ont leurs règles spécifiques, ils se comportent pas comme des véhicules standards, sauf s'ils disposent du mot-clé stationnaire, on verra ça un petit peu plus tard. Et donc, globalement, quand vous jouez un aérodyne, d'abord, il ne commence pas la partie sur table. Il est forcément en réserve. Ce qui veut dire que son coût en points est déduit du nombre maximum d'unités que vous pouvez mettre en réserve. Et donc, ça limite vos autres possibilités d'arriver en réserve. Ça veut aussi dire que cette unité ne peut arriver sur la table qu'à partir du tour 2. Vous ne pouvez pas déployer d'unité depuis les réserves en tour 1. Et ça veut donc dire que vous ne pouvez pas non plus le bouger au tour où il arrive. Donc quand il arrive tour 2, il est placé sur la table, en général où vous voulez, mais ensuite il peut pas faire grand chose à part tirer. Et donc on peut commencer à vraiment l'utiliser et le bouger à partir du tour 3, et on verra que c'est plus ou moins le cas parce qu'il y a quand même quelques grosses limitations. Autre point important, tous les aérodynes du jeu sont contrôle d'objectif 0. Vous me détromperez si dans votre armée spécifique vous avez un aérodyne qui est plus que OC0, mais à ma connaissance ils sont tous OC0, donc ils ne peuvent pas tenir d'objectif ou les reprendre à l'adversaire. Ça veut aussi dire qu'ils ne peuvent pas démarrer d'action. Donc quand vous tirez vos cartes secondaires, une action pour pouvoir la faire, il faut pas être au corps à corps, il faut pas avoir avancé, et il faut pas être OC0, ni être ébranlé. Et donc un avion ne peut pas faire d'action. Il peut faire des missions secondaires qui sont seulement basées sur votre position sur la table. Par exemple, avoir une unité dans la zone de déploiement ennemi, si vous avez un aérodyne, ça compte, vous avez une unité. Par contre, vous ne pouvez pas lancer une action dans la zone de déploiement ennemi puisque les aérodynes ne peuvent pas faire ces actions. Donc ça les rend aussi très limités en termes d'options tactiques. En termes de mouvement, ils sont aussi très restreints. Quand ils arrivent sur la table au tour 2, comme toute unité qui arrive des réserves, ils n'ont pas la possibilité de faire un mouvement. Et donc au tour 3, ils peuvent commencer à se déplacer, mais leur mouvement se fait toujours d'une manière assez étrange. D'abord, ils ne peuvent pas faire d'avance ou de charge, il ne fait que des mouvements normaux d'au moins 20 pouces. Au moins 20 pouces, c'est pas jusqu'à 20 pouces, c'est 20 pouces minimum, et plus s'il a envie. Ce mouvement se fait toujours en ligne droite. Votre avion ne peut pas pivoter avant de bouger, il doit bouger tout droit par rapport à l'orientation dans laquelle vous l'avez déployé au 2e tour. À la fin de ce mouvement, là vous pouvez faire pivoter votre aérodyne de jusqu'à 90 degrés. Et c'est dans cette direction-là que l'aérodyne devra obligatoirement bouger au tour d'après. Il devra encore avancer d'au moins 20 pouces dans cette direction. Il ne pourra pas repivoter avant de faire son nouveau mouvement au tour suivant. Si l'aérodyne, quand il fait ce mouvement d'au moins 20 pouces, ne peut pas être placé sur la table, parce qu'il chevaucherait une ruine, ou parce que les unités ennemies l'empêchent de se mettre là, alors il doit continuer son mouvement jusqu'à ce qu'il sorte de la table, et quand il sort de la table, eh bien il retourne en réserve, il ne peut donc pas tirer, il ne peut rien faire à ce tour, et il reviendra au tour prochain.
Et attention, un aérodyne doit bouger. Il n'a pas la possibilité de rester stationnaire quand il utilise les règles aérodyne, donc vous ne pouvez pas juste le poser à un endroit et jamais le bouger. À chaque tour, il doit se déplacer d'au moins 20 pouces dans la direction dans laquelle il est tourné. C'est donc ultra simple de bloquer un avion sur la table, il vous suffit de poser quelques unités sur sa route jusqu'au bord de table, et donc il ne pourra pas s'arrêter, et il sortira de la table. Et c'est très facile de placer ces unités sur sa route, puisqu'on sait très exactement dans quelle orientation il est, puisque l'aérodyne doit faire son pivot à la fin de son mouvement, pas au début de son mouvement à son tour. Donc vous, quand vous jouez après l'aérodyne, vous savez dans quelle direction il bougera au tour suivant. C'est aussi du coup très facile d'éviter que cet avion puisse nous survoler. Il y a plein d'avions qui ont des règles où quand ils survolent une unité, ils font des blessures mortelles, où ils réduisent leur mouvement, ce sont des bombardiers. Et bien là, vous pouvez assez facilement faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas passer au-dessus de vous, puisque vous savez quelle sera sa trajectoire au prochain tour, et donc vous pouvez placer vos unités en dehors de cette trajectoire pour qu'ils ne puissent pas vous passer au-dessus. En termes de charge, un aérodyne ne peut pas charger du tout. C'est logique, c'est un avion, il n'est pas censé foncer au corps à corps et taper dans un truc, donc il ne peut pas engager une unité ennemie au corps à corps, et il ne peut donc pas la bloquer non plus. Il ne peut pas être utilisé pour, coincer une unité de tir qui pourrait faire très mal, et l'obliger à se désengager, elle ne peut pas se désengager et tirer, donc elle est inutile à ce tour-ci, etc. Donc vous ne pouvez pas non plus coller votre avion au corps à corps avec une unité ennemie pour essayer de le protéger, on pourrait lui tirer dessus parce que c'est un véhicule, mais on lui tirerait dessus à -1. Vous ne pouvez pas faire ça non plus, puisqu'il ne peut pas charger. Par contre, il peut se faire charger. Votre aérodyne peut recevoir des charges seulement par des unités qui ont le mot-clé vol. C'est logique, une unité de garde impériaux va pas réussir à charger au corps à corps un avion qui survole le champ de bataille à 10 000 pieds. Mais dans ce cas, l'aérodyne, lui, peut combattre au corps à corps. Il peut pas consolider, il peut pas faire de mouvement d'engagement. Donc même si votre aérodyne arrive, on sait pas trop comment, à tuer l'unité qu'il avait chargée au corps à corps, ça lui donne pas un mouvement supplémentaire de consolidation ou quoi que ce soit. Et l'ennemi, lui, une fois qu'il a fini son combat, il n'est pas obligé de consolider vers l'aérodyne, même si c'est la figurine ennemie la plus proche. Donc en gros, il gêne rien et il bloque rien. Et en plus, un aérodyne ne bloque pas les mouvements non plus. Les ennemis peuvent traverser son socle comme s'il n'était pas là, tant qu'il ne s'arrête pas en portée d'engagement avec ce socle, et le socle du coup ne bloque aucun espace sur la table, et l'ennemi peut juste passer à travers comme si l'avion n'était pas là. Encore une fois, très logique, c'est un avion, il est en l'air, donc il n'y a pas de raison que son ombre bloque les mouvements en dessous de lui. Le seul avantage des aérodynes, c'est leur capacité à avoir une bien meilleure visibilité que n'importe quelle autre unité, puisque quand vous utilisez ces règles d'aérodyne pour votre avion, il ignore totalement les règles de visibilité des ruines et de leur empreinte au sol. Si vous voulez un rafraîchissement, j'ai une vidéo là-dessus sur la chaîne que vous avez l'air d'avoir bien appréciée, qui explique exactement qu'est-ce que j'entends par empreinte au sol. Mais en gros, vous savez, si vous êtes derrière une ruine, vous ne voyez pas l'ennemi qui est de l'autre côté de cette ruine, à moins que votre unité soit elle-même à l'intérieur de la ruine, et dans ce cas-là, elle voit en ligne de vue réelle, donc vous baissez votre regard au niveau des yeux de la figurine, et si elle voit, elle peut tirer, si elle voit pas, elle peut pas tirer. Les avions, eux, ils ignorent complètement ça, donc si un bout de leur aile ou un bout du véhicule, un bout du canon, un bout de la queue de l'avion, peu importe, s'il y a un petit bout de la figurine qui voit quelque chose, même derrière 30 ruines à l'autre bout de la table, alors il a la capacité de tirer. Ce qu'il voit en vrai, il peut le toucher, il peut tirer. Donc il y a une vraie facilité à trouver des cibles en termes de tir. Le problème, c'est que l'adversaire voit aussi votre aérodyne de la même manière. Donc s'il y a un bout d'aile qui dépasse de derrière une ruine, l'ennemi peut tirer sur ce bout d'aile et vous shooter, même s'il y avait 3 autres ruines sur le chemin. Donc l'avion est extrêmement vulnérable, puisqu'en gros, il va arriver au tour où vous le faites arriver, il va pouvoir faire une phase de tir, et ensuite quasiment toute l'armée ennemie le verra, parce qu'ils sont quand même très gros, ils sont très hauts, et donc ils sont faciles à voir, et donc à ce moment-là, vous allez vous prendre la sauce de tous les tirs ennemis, et il aura gratuitement un abattez-le, ou il aura gratuitement le fait d'avoir détruit une unité à vous, qui potentiellement même était sur un objectif, donc il va pouvoir marquer des points de secondaire assez facilement en détruisant votre véhicule, parce qu'il le verra d'à peu près partout. En plus, les avions ont rarement des profils très très résistants, souvent on a moins d'endurance qu'un gros tank ou qu'un char de combat, et donc ils sont assez faciles à descendre. Donc au global, les avions, de par leur seul avantage qui est cette règle de visibilité, sont plutôt des unités d'attrition. Ça veut dire que déjà tous les avions qui ont quasiment pas de capacité de tir, globalement c'est poubelle, puisque c'est leur seul avantage, c'est d'être capable de tirer n'importe où sur la table. Donc si leur portée est nulle, si leurs dégâts sont potentiellement nuls, déjà ce truc n'a aucun intérêt. Mais ensuite, même si votre avion est capable de faire beaucoup de dégâts, en général ils sont plus chers qu'un tank qui ferait globalement plus de dégâts aussi, qui certes du coup voit un peu moins, mais ferait potentiellement beaucoup plus de dégâts pour le même coup en point ou moins cher, et on va voir ça assez rapidement.
Le seul bon mot-clé qu'un aérodyne peut avoir dans la 10e édition, c'est le mot-clé stationnaire. Tous les avions ne l'ont pas, il faut regarder fiche d'unité par fiche d'unité. Il y a certains avions qui ont accès et d'autres non. Si votre avion a la capacité d'avoir le mot-clé stationnaire, alors vous choisissez en début de bataille. Est-ce qu'il va utiliser les règles des aérodynes, comme je viens de les décrire, donc de mauvaises règles, ou est-ce qu'il va utiliser le fait d'être stationnaire? Si vous choisissez plutôt d'être stationnaire, ça veut dire qu'il se comporte comme un véhicule normal, plus un avion. Même si c'est un avion, qu'il est sur un socle d'avion, il se comportera comme un véhicule normal. Ça veut dire que son mouvement n'est plus d'au moins 20 pouces, c'est de maximum 20 pouces. Vous pouvez le déployer sur la table normalement dès le tour 1 sans problème. Et il ne voit plus en visibilité réelle tout le temps, il voit comme un véhicule normal, donc il ne voit plus de l'autre côté des ruines, l'ennemi ne vous voit pas de l'autre côté des ruines, et s'il est entièrement dans une ruine, alors il voit en ligne de vue réelle comme un autre véhicule. Vous avez donc un avion qui se comporte comme n'importe quel autre tank, sauf qu'il a le mot-clé vol, et puis voilà. C'est toujours un avion qui sera cher en points, en général tous les aéronefs sont chers en points, il sera toujours pas facile à cacher, c'est quand même des gros socles volants avec une grosse tige en plastique au bout duquel vous avez votre gros véhicule avec des grosses ailes, donc ils sont pas faciles à planquer derrière une ruine, mais ils sont quand même moins faciles à dégager puisque il suffit qu'il y ait une ruine entre vous et l'unité qui veut vous tirer dessus, et soudainement on ne voit plus. Par contre, vous êtes toujours au C0, vous pouvez toujours pas faire d'action et vous pouvez toujours pas contrôler d'objectif non plus. En gros, soit vous choisissez d'avoir un avion qui survole le champ de bataille très haut et qui du coup doit faire un peu des tours tout autour du champ de bataille pour voir quelque chose, soit vous choisissez d'avoir un avion qui est plutôt une sorte d'hélicoptère qui vole presque plus comme un land speeder, et dans ce cas-là, il est capable de se cacher derrière les ruines, d'arriver de droite et de gauche, de tirer sans forcément avancer, et voilà. Donc vous choisissez un peu entre les deux, mais vous ne pouvez choisir ça que si votre avion a le mot-clé stationnaire, ce que assez peu de véhicules ont. Si on compare un peu les coûts en points qu'on peut trouver pour vous montrer à quel point c'est pas forcément rentable, alors j'ai fait que quelques comparaisons, il y a, comme je l'ai dit, dans certains codex, des avions qui valent le coup d'être joués, il y a des aérodynes qui sont bien en compétitif, et il y en a qui sont très bien en amical, c'est juste que au global, dans la plupart des cas, vous aurez plutôt intérêt à prendre un autre type de véhicule. Là, on va prendre par exemple le Corvus Black Star, c'est un transport de la Death Watch, qu'on a aussi dans le codex Agent de l'Imperium, c'est un volant, il coûte 180 points pour un véhicule endurance 10, 14 PV avec sauvegarde à 3+, donc pas le profil le plus solide du monde, mais pas ridicule non plus. Il a accès, si vous le mettez plutôt en anti-tank, et en général c'est comme ça que vous le prenez parce que ses armes anti-infanterie sont assez nulles, donc vous lui mettez un canon laser jumelé, qui est du coup force 12, et puis 2 tirs avec des lance-missiles qui sont force 10, PA-2, dégâts 3. Il a discrétion, et il peut transporter 12 figurines. Si vous vouliez le prendre pour faire de l'attrition anti-tank, pour 130 points, en Space Marine, vous avez un Predator Annihilator. Il est endurance 10, il a 11 PV, donc il est certes un petit peu moins solide que le Corvus Black Star, mais beaucoup plus facile à cacher, donc il prendra moins de tirs dans la tête. Il a un canon laser jumelé qui tire mieux que le canon laser jumelé du Corvus, puisqu'il est force 14 contre force 12 pour le Corvus, et il relance les jets de dégâts. Il a aussi 2 canons laser force 12 qui sont meilleurs que les 2 tirs de force 10 PA-2 dégâts 3 que le Black Star a. Donc pour 50 points de moins, certes vous transportez rien, mais vous êtes beaucoup plus efficace en anti-tank. Vous pouvez le déployer dès le tour 1, vous pouvez le bouger pour prendre les lignes de vue que vous voulez, il n'est pas obligé d'avancer, il ne retournera pas en réserve, il est beaucoup plus flexible, il peut prendre des objectifs et il peut faire des secondaires. Si vous voulez plutôt un transport en Space Marine, vous avez un répulsor qui coûte lui aussi 180 points, il est endurance 12 et 16 PV, donc beaucoup plus solide que le Corvus Black Star. Il a un canon laser jumelé force 12 comme le Corvus, mais il peut avoir en plus un missile tracker, bon certes c'est tir unique, mais c'est force 14. Et il peut aussi avoir 2 tirs de force 10 PA-3 dégâts D6+1 qui sont meilleurs que les tirs de lance-missile du Corvus, et en plus il a plein d'armes anti-infanterie, et il a de l'OC, et il peut faire des secondaires, et il a une meilleure attrition, bref, c'est le même prix mais c'est beaucoup plus efficace. Donc le Corvus Black Star, si vous avez l'option de prendre autre chose, il n'y a pas vraiment de raison de prendre le Corvus Black Star, à part que la figurine est incroyablement stylée. Moi je la trouve trop cool, elle est trop belle, si vous avez envie de le jouer, jouez-le, c'est pas le pire des avions, mais clairement si vous voulez optimiser votre liste, vous prendrez pas ça, parce que le coût en points n'a pas de sens par rapport aux désavantages tactiques que vous avez en prenant ce véhicule. Si on prend un Storm Talon Space Marine, c'est 165 points, c'est endurance 8 et 10 PV, avec une sauvegarde à 3+, ça n'a qu'un canon laser jumelé force 12 et un canon d'assaut jumelé force 6 PA-0 dégâts 1, et ça a plus 1 pour toucher sur les cibles qui n'ont pas le vol. Si vous voulez de l'attrition anti-tank, vous avez toujours votre bon vieux Predator, qui coûte 35 points de moins,
qui a 2 points d'endurance de plus, 1 PV de plus, donc beaucoup plus solide, et qui est beaucoup plus efficace en anti-tank. Et si vous voulez plutôt de l'attrition anti-infanterie, et ben vous avez le Predator Destructor, qui fait de toute façon lui aussi plus de dégâts sur de l'infanterie, voire sur des élites. Donc là encore, pas trop de raison de jouer le Storm Talon. Le Storm Talon de mémoire peut être stationnaire, donc pourquoi pas, mais il sera quand même plus difficile à cacher qu'un Predator, donc pas sûr que ça vaille le coup. Si on va chez les orques, on a le Wasbomb Blastajet, c'est un avion qui est plutôt axé tir, il touche à 4+, avec quasiment toutes les armes que vous pouvez lui mettre, contre le 5+ des orques, donc ça fait du bien. Il coûte quand même 175 points, il est endurance 9 avec 12 PV, il a une sauvegarde à 3+, et vous pouvez lui mettre, et vous lui mettrez d'ailleurs, une invulnérable à 4+, puisque c'est en gros, soit il a une arme qui touche mal et qui est pas terrible, et le mot-clé grenade, soit il a pas cette arme pourrie et le mot-clé grenade, mais il a une invuln à 4, donc vous lui mettrez l'invulnérable à 4. Il a D3 tirs de force 12, PA-2, dégâts D6. Il a aussi D3 tirs de force 9, PA-3, dégâts 4. Et il a des tirs anti-infanterie de son espèce de méga shoota, la Big Shoota. Et il relance les 1 pour toucher contre les cibles qui n'ont pas le vol. Donc c'est pas une mauvaise unité de tir. En orc, il n'y a pas beaucoup d'unités qui ont autant d'attrition en termes de volume. Le truc, c'est que si vous voulez de l'attrition anti-tank, pour 150 points, vous avez 3 Make Guns, qui certes sont plus compliqués à placer, mais du coup coûtent 25 points de moins. Ils ont moins d'endurance, mais c'est quand même 18 PV au total, donc plus que le Wasbomb Blastajet. Ils bénéficient des bonus des détachements Dread Mob, qui sont plutôt les détachements, enfin qui est le détachement dans lequel vous avez envie de jouer des trucs qui tirent. Et ils ont potentiellement 3d6 tirs de force 12 PA-1, dégâts 6, ou 3d3 plus 3 tirs de force 9 PA-3, dégâts 3 avec déflagration. Je pense qu'au global, c'est des unités, et ça touche à 4+, aussi, je pense qu'au global, c'est des unités qui réussiront mieux à faire des dégâts que le Blastajet pour moins cher. Plus dur de prendre une ligne de vue, mais quand vous avez la ligne de vue, vous ferez plus mal, et ça se synergise mieux avec beaucoup d'autres choses. Si vous voulez plutôt un transport, ou si vous voulez plutôt un véhicule qui serait pas juste un truc de tir, mais un vrai véhicule, un tank, pour 160 points, vous avez le Battle Wagon, là, le chariot de guerre, qui a endurance 10 avec 16 PV et sauvegarde à 3, donc potentiellement plus résistant, même s'il n'a pas l'invulnérable à 4. Il peut faire D6 plus un tir de force 9, PA-2, dégâts 2, plus plein de tirs anti-infanterie. Il peut charger et il tape très bien au corps à corps, il a du contrôle d'objectif, il transporte 22 boys ou plein de méga nobs. Bref, c'est mieux, voilà, c'est sûr que c'est plus dur à bouger, mais on peut pas vraiment vous le coincer et l'obliger à sortir de la table, on peut juste l'empêcher d'avancer, mais en général, si vous l'empêchez d'avancer, il vous charge et il vous explose. En général, vu le coup en point, ça n'a pas trop d'intérêt de prendre ce type d'aérodyne. Moi je l'ai joué, le Wasbomb Blastajet, dans ma dernière partie, quand j'ai joué Maliscule de la vitesse, bon bah il a littéralement rien fait, il a été en mesure de tirer à chaque tour, mon adversaire tyrannide m'a laissé gentiment le placer sur la table sans me bloquer alors qu'il pouvait avec ses socs de monstres, mais il a trouvé que c'était un peu anti-jeu, donc il m'a laissé le jouer quand même. Ça n'a rien tué, ça n'a servi à rien, et c'était 175 points que j'aurais pu utiliser pour prendre soit plus de buggy, soit plus de boys, et faire beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de contrôle de map. Donc c'était rigolo, j'ai apprécié de le jouer, mais clairement si j'avais voulu être efficace, j'aurais pas emmené ça. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait rendre ces véhicules plus intéressants? Alors à mon avis, c'est pas la peine de toucher au coup en point. Aujourd'hui, ce coup en point, il est trop élevé, on est d'accord, mais le problème c'est que si on le baisse jusqu'au stade où ces unités deviennent intéressantes avec leurs règles actuelles, je pense qu'ils deviendront trop forts. On peut pas les rendre très intéressants dans la plupart des rôles de contrôle, puisqu'ils n'ont pas d'OC, ils ont du mal à faire, enfin ils peuvent pas faire d'action, donc ils ont du mal sur les secondaires. Donc le seul angle dans lequel ils peuvent être intéressants, c'est l'attrition. Et donc si on baisse leurs points jusqu'au moment où on a plus envie de prendre un avion qu'autre chose pour faire de l'attrition, on a un souci, puisque ça devient des unités qui peuvent faire en gros une frappe entre guillemets gratos en arrivant tour 2, ils arrivent à peu près où on veut sur la table, ils verront toujours quelque chose parce que du bout de l'aile, ils arriveront à voir un truc en ligne de vue réelle, ils abattront sans trop de problème leur adversaire direct, et ensuite ils peuvent mourir parce que comme leur coût en point est plus bas, si on les tue en général ils se seront rentabilisés, il n'y a pas de souci. Le coût en point, il est aujourd'hui trop élevé parce que les règles sont nulles. Et en général, quand on a des règles qui sont soit beaucoup trop fortes, soit beaucoup trop nulles sur une unité, c'est pas au coût en point qu'il faut toucher, c'est aux règles. Si vous augmentez trop le coût en point d'une unité trop forte, on continuera à la jouer quand même, parce que de toute façon, elle est très forte. Et si vous avez une unité complètement nulle, il va vraiment falloir que vous l'offriez gratuitement pour que les gens la prennent, mais dans ce cas-là, elle devient littéralement trop forte, puisque vous pouvez faire des hordes gigantesques. Donc les avions, à mon avis, il faut les corriger par les règles, pas par les points. Qu'est-ce que je proposerais? Déjà, je proposerais de les mettre sur la table tour 1 depuis les réserves.
Ça permettrait de les bouger dès le tour 2. Ça pourrait aussi être accompagné d'une limitation de comment ils peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'ils arrivent au tour 1 que dans notre zone de déploiement, au tour 2 que dans notre zone de déploiement, et au tour 3, No Man's Land et ou bord de table adverse. Mais ça voudrait dire qu'on peut les jouer dès le tour 1 quand on a envie de démarrer avec, mais en étant un petit peu plus limité quand même pour pas que ça envahisse la table complètement. Je voudrais aussi qu'on leur donne la capacité de pivoter avant qu'ils bougent, pas après. Ça veut dire que vous feriez votre pivot d'abord peut-être de 90 degrés si on voulait toujours le limiter, mais vous faites d'abord votre pivot et ensuite vous bougez. Ça veut dire que soudainement l'adversaire ne peut pas prédire où vous allez aller, il peut pas forcément esquiver le fait que vous allez passer au-dessus et donc le bombarder avec un bombardier, et il peut pas non plus faire en sorte de vous obliger à sortir de la table, puisque même avec 90 degrés, vous devriez réussir à trouver un angle qui vous permet de vous positionner quelque part et de pas être obligé de retourner en réserve. Ça rendrait les bombardiers plus intéressants et ça rendrait les avions un petit peu moins prévisibles. Et je pense qu'il leur manque aussi, très clairement, un malus pour être touché par des unités qui n'ont pas le vol ou le mot-clé anti-vol. Ce sont des avions et des bombardiers. C'est pas normal qu'un bolt, une balle ou un tir de laser qui vient d'une unité de pleu-pleu au sol arrive à affecter un aérodyne comme ça. Quand on utilise les règles aérodynes, pas les règles stationnaires, on devrait être plus dur à toucher. Peut-être un -1 à minima, à mon avis ça mériterait au moins un -2, le seul -2 du jeu. Je pense que l'obliger à toucher sur des 6 comme ça a pu l'être dans d'anciennes éditions serait sans doute trop fort en 10e édition, mais je pense qu'il faut les rendre plus durs à toucher pour que, certes vous les voyez en ligne de vue réelle, vous les voyez de toute la table, mais vous pourrez pas les shooter de manière trop facile, et puis ça redonnerait de l'importance aux armes qui ont le mot-clé anti-vol, puisqu'elles vous toucheraient sur leur CT normal, et elles vous blesseraient sur un anti-vol 3+, par exemple, donc elles vous blesseraient toujours sur des 3+, et donc ça inciterait peut-être aussi à prévoir dans les listes certaines armes qui sont rarement jouées, parce qu'en général, les armes qui ont anti-vol, c'est pas l'option la plus efficace quand on peut avoir toutes les armes pour le même coup en point. Donc voilà un peu ce point sur les unités volantes et pourquoi elles sont vraiment si mauvaises en 10e édition. Ça veut pas dire que c'est injouable, on a vu plein de joueurs compétitifs les tester, certains continuent à en emmener, vous avez Scary, l'espèce de maître absolu de la faction Drukhari, qui continue à sortir ses bombardiers, qui du coup continuent à se faire nerfer par Games Workshop, alors que personne d'autre ne les joue parce qu'ils sont quand même vraiment pourris, sauf dans les mains de cet absolu génie qu'est Scary. Vous avez plein de joueurs qui essaient de les ressortir, en amical vous en avez peut-être déjà vu, vous en avez peut-être même joué dans cette édition, mais c'est sûr qu'à aujourd'hui, vous les jouez parce que c'est fun, vous les jouez pas parce que c'est un bon choix, et donc à part certaines exceptions, et donc ça serait bien qu'ils soient un peu revalorisés par Games Workshop. Maintenant peut-être que leur volonté c'est de carrément les retirer du jeu et donc les rendre de moins en moins intéressants pour que vous arrêtiez de les acheter, il faudra voir. Je pense que ça se corrigerait très bien dans une balance data slate, dans une passe d'équilibrage, c'est facile à corriger, il y a 3 changements à apporter aux règles et à mon avis ça suffit, et ça les remettrait un petit peu sur le devant de la scène sans les rendre trop forts. Maintenant, comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous en jouez, est-ce que vous en avez joué, est-ce que vous comptez en jouer, qu'est-ce que vous changeriez pour les rendre forts, vous me direz tout ça, et puis comme d'hab, on en discute. Merci en tout cas d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!